Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. En ce début de semaine, nous nous rendrons au centre d'entraînement de La Turbie pour y retrouver le docteur de l'AS Monaco. Il a dû gérer une reprise délicate avec pour toile de fond la crise sanitaire qui secoue le monde entier. Luis-Til Pérez nous expliquera comment l'équipe s'est adaptée aux nouvelles contraintes liées au Covid-19. Il nous dressera le bilan de santé du groupe alors que le championnat de Ligue 1 doit débuter le 23 août. Les touristes sont de retour à Monaco. Nous sommes allés à leur rencontre pour savoir ce qui les avait poussés à venir sur le Rocher pour les grandes vacances. Et cela même alors que l'une des attractions phares du tourisme monégasque est actuellement fermée. Le jardin exotique se refait une beauté, des opérations de sécurisation sont en cours et le confinement a malheureusement entraîné un décalage des travaux qui s'achèveront en janvier prochain. Nous irons sur site. Notre deuxième invité du journal sera l'agent général de la SACEM à Monaco, Axel Amalberti. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique qui est au cœur de la création est le premier témoin de la situation critique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les artistes privés de concerts et dont la musique n'est plus jouée par exemple dans les établissements de nuit. Mais tout de suite, le point info de ce journal avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Alors que le Conseil d'État en France vient d'annoncer le maintien de la jauge de 5000 spectateurs pour les événements, eh bien sachez qu'en principauté, une décision ministérielle publiée au Journal de Monaco fin juin autorise par dérogation et sous condition les événements jusqu'à 5000 personnes également dans le cadre de l'organisation d'une manifestation ou un événement singulier. La demande d'autorisation devra être déposée préalablement auprès des services compétents de l'administration, accompagnée d'un dossier complet incluant notamment le protocole de mesures sanitaires envisagées. Ça concerne notamment le meeting d'Hercules le 14 août et la reprise du championnat de football le 22 août. L'actualité du Yacht Club, Fabien, avec une initiative liée à la préservation de l'environnement et une compétition. Absolument. La 7e édition du Monaco Solar and Energy Boat Challenge bat son plein. Pour rappel, cette manifestation est dédiée à la course et à la construction de bateaux solaires ou à énergie renouvelable. Cette manifestation a été maintenue, mais avec une nouvelle formule. Pas de prototype de bateau devant le Yacht Club. Les candidats doivent présenter en visioconférence leur projet et prouver l'efficacité et la fonctionnalité de leur bateau. Ce sont en tout une vingtaine d'équipes venant de 12 nationalités différentes. L'objectif étant de mettre en avant le travail effectué tout au long de cette année par ces équipes, souvent composées d'étudiants. La remise des prix se déroulera ce mercredi. Et toujours concernant le Yacht Club, sachez que Boris Herman est actuellement en mer. Il participe avec le team Malizia au Vendée Arctique. Cette course inédite de 6585 km du cercle polaire à l'archipel des Açores est une mise en bouche en quelque sorte du Vendée Globe, tour du monde en solitaire, qui se déroulera en novembre prochain. Tous les regards étaient tournés vers l'Autriche ce week-end, Fabien, vers Charles Leclerc qui termine deuxième contre toute attente du premier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Le retour de la compétition en F1, ça fait du bien, surtout avec un podium pour Charles Leclerc. Vous l'avez dit, on ne va pas revenir là-dessus. Vous devez le savoir, une deuxième place plutôt inespérée après des revirements de situation, des pénalités et des abandons, etc. Non, là, je voudrais que l'on revienne sur le geste symbolique du début du Grand Prix avec l'ensemble des pilotes qui, avant de monter dans leur baquet, se sont tous mobilisés symboliquement dans la lutte contre le racisme. 14 d'entre eux ont mis un genou à terre. Quant aux autres, ils portaient un t-shirt avec écrit « End Racism », ce qui était le cas de Charles Leclerc, le pilote monégasque qui a posté plusieurs photos sur les réseaux sociaux. Charles explique que l'important reste les faits et les comportements au quotidien, plus que des gestes formels qui pourraient être mal perçus dans certains pays. Charles Leclerc a rajouté « Je ne pose pas le genou à terre, mais cela ne veut pas du tout dire que je suis moins engagé que les autres dans la lutte contre le racisme ». Fin de citation. La prochaine course de ce championnat de F1, toujours sur le même circuit en Autriche, ce dimanche. Merci Fabien. Et alors que Charles Leclerc est entré dans le vif du sujet ce week-end, l'heure est toujours aux préparatifs physiques du côté des footballeurs monégasques. Ils enchaînent actuellement les tests et séances d'entraînement. Et il y a un homme qui les suit de très près et veille sur eux pour leur permettre d'être parfaitement prêts en août pour le début du championnat. C'est le médecin du club. Bonsoir Luis-Til Pérez.
Bonsoir, Patricia. La reprise est effective depuis une quinzaine de jours. C'est une reprise inédite sur fond de Covid-19. Comment vous êtes-vous adapté? Ce fut un début de saison très spécial et différent. Nous avons introduit les tests COVID. L'utilisation aussi des installations a été modifiée de manière notable et les séances d'entraînement ont été adaptées pour limiter les contextes interpersonnels au début. Oui, parce que le respect de la distanciation sociale, toutes les mesures sanitaires recommandées au plus grand nombre, ce n'est pas évident pour un effectif de club de football, j'imagine. Bien, on a commencé avec la distanciation sociale. Tous les groupes qui est négatif au Covid à les tests successifs, nous avons plus de sécurité et nous avons commencé déjà avec les entraînements plus habituels. Alors, vous dites un groupe testé négatif, mais il y a eu des cas positifs chez certains joueurs et chez les En membres ce, du staff? en ce moment, nous n'avons pas de joueurs ni de personnel du staff positifs. Toutes les personnes sont complètement négatives. En raison des difficultés de transport internationaux, est-ce que le groupe, là, aujourd'hui, est au complet? Le groupe en ce moment est complet, mais comme toutes les pré-saisons, il y a des joueurs qui arrivent. Toutes les semaines, il arrive de nouveaux joueurs et après, il y a des joueurs prêtés. Le championnat français s'est arrêté, lui, prématurément. C'est un handicap pour tous les joueurs qui y évoluent. Ils ont une condition physique qui est peut-être moins prête que les autres. La vérité, c'est qu'il n'existe pas aucune expérience antérieure qui permette de savoir avec certitude si cette situation est pire ou meilleure qu'est-ce qui s'est passé avec les autres championnats. À ma connaissance, de nombreuses équipes, et nous aussi, on a cru leur vigilance sur les joueurs, sur l'entraînement et adapter le travail pour minimiser les risques secondaires à les longues périodes d'immobilisation. Depuis la reprise, en quoi ont consisté les tests physiques que vous avez pratiqués? Il y a eu donc le dépistage, puis les tests physiques. C'est différent des années précédentes compte tenu du Covid-19? Cette année, il y a eu un peu plus de compréhension de les staff et des joueurs pour être plus testés, mais aussi là, les tests de souplesse, les tests de force sont très importants. Après, il y a des tests médicaux qu'avec les tests COVID, on a été très important de connaître la fonction pulmonaire et la fonction cardiaque de tous les joueurs. Pour bien comprendre votre rôle, docteur, tout au long de la saison au sein du club, alors dans votre CV, hein, on peut citer le Benfica Lisbonne, le FC Barcelone, ça parlera aux amateurs de foot bien évidemment, on est dans l'élite. Vous avez un rôle de conseiller auprès du directeur sportif, de l'entraîneur, au vu du dossier médical de chaque joueur. Quotidiennement, nous travaillons à côté, ici à la Tourbie. La santé des joueurs est une condition de base pour leur performance. Nous travaillons pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles et le travail est adapté individuellement. Et c'est vrai que le staff technique et la direction sportive nous écoutent beaucoup. Il y a un dossier important dans le monde du foot et pas seulement, hein, dans la plupart des sports, c'est le dopage. De quelle manière intervenez-vous auprès des joueurs au cours de la saison sur cette thématique particulière? Tous les médicaments qu'ils prennent sont sous la surveillance de l'équipe médicale et de l'équipe de nutritionnistes de l'AS Monaco. Mais le plus important, c'est montrer que notre position, c'est ferme. Docteur, j'en viens à la conclusion de cet entretien. Euh, Tout le monde redoute une deuxième vague. Vous, comment entrevoyez-vous les semaines qui viennent? Je suis médecin, mais je ne suis pas expert en la situation de l'épidémie. Qu'est-ce que nous faisons, c'est écouter à les experts qu'il y a, écouter à l'autorité sanitaire monégasque aussi. Est-ce que vous êtes tout de même serein, optimiste pour les premiers matchs du mois d'août? Je suis optimiste pour le moment, mais nous devons continuer à travailler et à maintenir la mesure barrière, la distanciation sociale, l'utilisation des masques et le nettoyage des mains.
Docteur Louis Steele Pérez, médecin de l'ASM, merci encore pour avoir répondu à nos questions dans un calendrier très chargé pour vous entre tests physiques, séances d'entraînement, sans oublier les conférences de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et c'est le 9 juillet que l'AS Monaco connaîtra son carnet de balles. C'est en effet jeudi que sera dévoilé le calendrier des matchs de la prochaine saison de Ligue 1. Vous l'avez peut-être constaté, et c'est une très bonne nouvelle, les touristes sont de retour à Monaco. Ce n'est pas encore une déferlante, mais c'est très prometteur. D'où viennent-ils? Pourquoi ont-ils choisi Monaco? Se sentent-ils ici en sécurité? Voici leurs réponses recueillies par Sandrine Nègre. Nous, on est en vacances sur Nice et c'est un peu la communauté, la royauté qui nous a donné envie de venir voir et visiter le palais, etc., quoi. C'est un endroit magnifique, très réputé dans le monde entier. Et voilà, moi par exemple je suis un passionné automobile, donc évidemment il y a la Formule 1, il y a aussi toutes les belles voitures qu'il y a à côté, la belle architecture. Et ben on a fait le palais princier, là on a fait la cathédrale, et puis là on va se balader autour du rocher, voir un peu la vue aussi, c'est vraiment exceptionnel. Donc pour l'instant on a fait le musée océanographique, là on va voir un peu la ville, visiter un peu les centres culturels, les hôtels, le casino. Enfin. Et c'est vrai que c'est très joli, là on a été voir là où il y a le palais et c'est vraiment très joli, on aime bien. C'est un ami à moi qui a été monégasque et j'avais envie de le voir depuis longtemps et de visiter Monaco. Donc il m'a invité et j'ai attendu que le Covid se relâche un peu pour pouvoir revenir. Moi ce que je voulais voir c'était vraiment le palais, quoi, hein. Et on a eu de la chance parce qu'on est arrivé et on a vu le prince arriver. Donc là on est complet. Les touristes de retour et peu à peu la lente reprise d'une vie culturelle. Les longues semaines de confinement ont laissé des stigmates. Les artistes ont été frappés de plein fouet. Plus de musique dans les boutiques et restaurants, fermés, plus de concerts. À la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la crise s'est là aussi durement faite ressentir. Axel Amalberti, vous êtes l'agent général de la SACEM à Monaco. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Avant que nous n'évoquions ensemble les répercussions qu'a eu la crise Covid-19 sur votre secteur d'activité, peut-on tout d'abord rappeler le rôle de la SACEM ? La SACEM est une société à but non lucratif, c'est une société de gestion collective de droits d'auteur. Et nous collectons en principauté grâce à une convention que nous avons passée avec donc, le gouvernement princier et la Sogeda, qui est une société de droit d'auteur monégasque qui nous a donné mandat pour intervenir en principauté. Et puis, il y a d'un autre côté les clients, les personnes qui doivent s'acquitter d'une redevance en quelque sorte pour diffuser de la musique ou des biens en tout cas intellectuellement artistiques. Tout à fait. À partir du moment où il y a usage de musique à des fins commerciales, nous intervenons. Ce point est important parce que souvent, lorsqu'on allume la radio ou on achète un CD, ou plutôt à présent, on se plug avec un MP3, on pense qu'il n'y a pas besoin de faire de déclaration auprès de la SACEM, et cependant oui, parce que lorsqu'on achète ces différents usages, il est que possible de les utiliser à des fins personnelles, et donc il est important de nous contacter. Il y a les radios, mais il y a aussi les commerçants qui diffusent de la musique dans leur enseigne, il y a les restaurateurs, il y a les établissements de nuit. J'en viens aux répercussions inévitables qu'a eu la crise du Covid-19 sur ce secteur d'activité. Notre société a décidé de mettre en place des formes d'accompagnement pour les commerçants et donc pour nos clients, également donc restaurateurs comme vous les avez cités. Parce que quand les établissements de nuit sont fermés, que les commerçants ne diffusent plus de musique, qu'il n'y a plus de concerts dans les restaurants, ce sont les artistes qui en sont les premières victimes. Pendant la période donc, du Covid-19, les facturations ont été cessées. Faut savoir aussi que nous avons généré automatiquement donc, des crédits. Donc, si les clients ne les ont pas pour l'instant reçus, ils devraient être rendus destinataires dans les 30 jours suivant leur réouverture. Pour les artistes, le manque à gagner a dû être cruel dans cette période.
C'est vrai qu'on pense très peu aux auteurs-compositeurs, mais il faut savoir que à partir du moment où leurs œuvres ne sont pas diffusées ou utilisées, donc on va penser aux concerts, aux spectacles vivants, ou également, comme vous l'indiquiez, dans les commerces et les restaurants, de ne pas avoir de groupe live, cela les impacte directement. Est-ce que l'on peut avoir un ordre d'idée chiffré de la perte engendrée au niveau français notamment, qui est peut-être un peu plus représentatif? Nous sommes sur 20 à 25% de pertes au niveau de nos collectes pour l'année 2020. Tout particulièrement par rapport aux spectacles vivants, les concerts, à 70% de pertes. Ça s'élève à plusieurs millions d'euros. Ce qui est énorme. Guillaume Durand disait il y a quelques jours sur notre antenne que la définition même de la culture, c'est la fragilité. Les artistes, effectivement, ont été particulièrement vulnérables lors de cette crise. Même si nous avons essayé de les encourager pour poster des concerts, faire du streaming sur les réseaux sociaux. Donc cela a permis de, en quelque sorte, fournir une petite rémunération, mais que pour ceux qui ont fait usage donc de ce mode de diffusion. Axel Amalberti, merci pour cet éclairage sur le fonctionnement de la SACEM et les inévitables répercussions de la crise Covid-19 sur votre activité. La crise Covid-19 et le confinement qui ont également affecté les projets du Jardin exotique. Ce lieu emblématique de Monaco est actuellement fermé. Vous allez nous en dévoiler la raison, Alexandra Pani. Oui, vous le voyez, je suis privilégiée, je me trouve dans les allées du Jardin exotique de Monaco. C'est un lieu qui accueille près de 150 000 visiteurs par an, mais malheureusement, cette année, ce ne sera pas le cas. Vu l'ancienneté du jardin, tout ce qui est en place, rochers ou faux rochers, passerelles aussi, doivent être entretenus, revus, restructurés. On va aller voir avec la directrice du Jardin exotique justement comment ça se passe ces travaux. Ce sont, Diane, des travaux d'envergure. C'est la première fois que d'importants travaux comme ceux-ci sont réalisés ici. Qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, on a un audit qui est venu l'année dernière pour faire une évaluation du jardin, donc les vrais rochers, les faux rochers et les passerelles. Et en fait, ce sont des travaux de mise en sécurité. On aurait aimé privilégier les mois où on a peu de public pour faire ces travaux et après restaurer le jardin en juillet, août pour que le public estival puisse venir et recommencer des travaux à partir d'octobre. Mais la Covid étant arrivée, tous les travaux ont été annulés, le planning chamboulé et en fait on se retrouvait dans une configuration où la grotte aurait été fermée et après les travaux sur les passerelles auraient engendré la fermeture de l'autre côté du jardin. Donc on a décidé de vraiment fermer le temps des travaux. Des travaux très importants donc de sécurisation. C'est pour ça que malheureusement vous ne pouvez pas profiter du Jardin exotique cet été jusqu'au mois de janvier. Par contre, rassurez-vous, toutes les plantes, tous les cactés et succulentes sont bien entretenus ici. Eh bien, nous patienterons donc jusqu'au mois de janvier, Alexandra. Il est de retour, Fabien Bonilla, c'est l'heure du point info pratique. Vous disposez des premières dates de la programmation culturelle au Fort Antoine, Fabien. Oui, dès mercredi 21h30, une soirée en partenariat avec les rencontres philosophiques de Monaco. Le thème, Désir de philosophie, présenté par Raphaël Zaguri-Orly et Joseph Cohen. Autre date, cette semaine, vendredi toujours 21h30, et l'Opéra de Monte-Carlo avec le Soleil de Naples. Trois amis, trois ténors partagent la passion et la joie de vivre caractéristique de la chanson classique napolitaine. Voilà le programme de cette semaine au Théâtre du Fort Antoine. C'est gratuit. En revanche, les réservations sont obligatoires. Pour cela, allez sur le www.theatredufortantoine.com. L'Orchestre des Carabiniers du Prince reprend également du service et pour la bonne cause. Le jeudi 16 juillet de 18h à 20h, l'orchestre va se scinder en deux parties. Un groupe ira jouer dans la rue Basse et l'autre dans la rue Comte Félix et Gastaldi. Du jazz au programme, une belle initiative pour relancer l'économie sur le Rocher. Les restaurants pratiqueront un happy hours de 18h à 20h et les commerces resteront ouverts jusqu'à 21h.
Toujours au chapitre culturel, une idée pour vous aider à trouver votre livre de chevet ou de plage cet été. Absolument, mais pas que. Je vous propose de vous rendre sur le site internet de la médiathèque et vous pouvez aller dans la rubrique coup de cœur de l'équipe. Les membres de la médiathèque ont déjà fait une sélection de livres, de BD, de jeux, de musique, de films, avec des résumés pour que vous puissiez passer un été dans les meilleures conditions. Merci Fabien. La petite parenthèse du journal, un tour du monde en moins d'1 minute sur les réseaux sociaux. Prouesses, chutes, animaux de compagnie, scènes aussi surprenantes qu'amusantes. Voici ce qui fait le buzz sur la toile et vous allez le voir pour tout le monde le lundi, c'est difficile. La légende des mémorables bagarres entre Tom et Jerry ne restera donc qu'une légende. Ce début de mois de juillet va-t-il se poursuivre sous le soleil, Fabien ? On est parti pour une semaine de soleil et mardi n'échappera pas à la règle avec un grand ciel bleu pour l'ensemble de la journée. Il fera de 22 à 27 degrés. Quant à la température de l'eau, elle sera à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h56 pour se coucher à 21h14. Ce mardi, nous fêterons les Raoul. Et je voulais terminer cette page météo avec cette photo. Ennio Morricone, son nom est indissociable du réalisateur Sergio Leone. Eh bien, l'homme aux 500 musiques de films s'est éteint à l'âge de 91 ans. Le maestro italien est mort dans une clinique romaine des suites d'une chute. Il s'était brisé le fémur il y a quelques jours. Ces musiques resteront en tout cas longtemps gravées dans les esprits des cinéphiles. Et qui mieux que le spécialiste musique de Monaco Info pour rendre hommage au grand Ennio Morricone. Nous allons refermer ce journal en ouvrant l'album du jour signé Mika Alesi avec les plus beaux clichés d'une visite au jardin exotique, lieu photogénique s'il en est. Bonne soirée à vous, nous nous retrouvons demain à 19h sur Monaco Info.